Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote. Pierre-Yves, comment vas-tu Ça pour va, ce jour? ça Oui, va, ça va. La chaleur de l'Est me fait un peu souffrir, mais sans ça, ça va. Ça il va. faut quand même, Je suis un il faut animal quand à, même, je suis un animal à sang-froid, moi. oui, donc ça va aller. Du coup, j'attaque tout de suite avec ma première question. Je voudrais faire avec toi justement un bilan suite à cette élection. Quel bilan le camp national ou les souverainistes on pourrait tirer justement pour quels seraient les axes de travail et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nos idées soient beaucoup plus comprises et puis qu'on puisse Alors, parler à alors, un éventail plus large. alors, le bloc national a terminé à 42, avec pourtant une suite pourtant d'échecs, et néanmoins, nous avons 2 millions et demi de voix de plus que la dernière fois. Et attention, ça ne tient absolument pas. Alors l'avantage, c'est que là, c'est le poids de la cause. Donc, on va reprendre point par point. Pourquoi je dis que c'est le poids de la cause? Ça peut pas être le poids de la candidate. Il n'y a pas d'effet marine, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a raté le deuxième tour. Il n'y a pas Ouais. d'effet candidat. Là, on a eu une alliance de classe pure. Donc, si on prend dans le déroulé de l'élection, on se rend compte que il y a eu des modulations au sein de l'électorat national entre les 5 ans de Macron. Premièrement, évidemment, les 2,5 millions de gens en plus, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, enfin, c'est l'équivalent d'une très grande ville. Bon. Donc, ça veut dire que les idées nationales progressent, ça veut dire que le plus important, que le ressenti national progresse. Autre chose. Autre chose. Ce qui, comment dire, ce qui progresse également, c'est, à l'exception des boomers, la fin des vétos nationalistes. C'est-à-dire que dans aucune génération, à l'exception des boomers, donc actifs, traités, il n'y a de veto aux idées nationales. C'est-à-dire que la plupart des autres générations ne se sont pas levées pour voter contre nous. Ce qui a permis à Emmanuel Macron, c'est principalement les vieux et les bobos et les boomers, donc d'un certain côté les inactifs d'un côté, les tenants de l'économie parasitaire de l'autre. Quelques jeunes, mais ça, les gens qui ironisent sur les votants de 18 ans me font marrer. Ce qui compte, c'est le votant actif. Ils sont actifs à quel âge? Vers 25 ans. À 25 ans, c'est le camp national qui prend la main. Donc là, on est arrivé vraiment inactif contre actif, hein, tu vois. Bon. Donc, si tu veux, nous sommes devenus le parti ouvrier, par nature. Bon. Donc, c'est la première leçon du scrutin, c'est déjà une augmentation en nombre. Deuxième chose, c'est une augmentation en nombre pour des choses, pour des clés sociales. Tu comprends? Et surtout, on se rend compte que de donner à toute cette masse patriotique un sens trop idéologisé, c'est ce qui a perdu la campagne Zemmour. C'est-à-dire d'avoir une campagne extrêmement idéologisée sur un point et extrêmement, disons, light, sinon absente, sur tous les autres. Et évidemment, et c'était tout à fait prévisible, et Jacques Sapir l'avait très bien dit bien avant l'élection, le thème pour le camp national, c'était solder les gilets jaunes. Marine Le Pen l'a compris, enfin l'a compris. Je ne pense pas qu'elle l'ait compris. Je pense qu'elle a fait ça parce que ça sied particulièrement au Nord, aux sections du Rassemblement national du Nord qui sont celles qu'elle connaît pour une seule raison, c'est qu'elle y est élue. Je ne dis pas qu'elle connaît ses électeurs, hein, je dis juste qu'elle sait que c'est principalement cette ligne-là dans les grandes lignes qui passe.
Et en réalité, c'était ce qu'attendait le peuple national. Nous n'avons pas eu, disons, de grande inclinaison identitaire dans cette élection, sauf dans une partie, disons, très 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 modique des CSP+, qui est la fameuse bourgeoisie patriote, alors qu'en fait, le souci, c'est que la petite bourgeoisie patriote, oui, mais ça, on l'a déjà. La haute bourgeoisie patriote, jamais. Enfin, je vais te donner un exemple qui va peut-être, j'espère, ne pas choquer tes auditeurs. Leurs enfants ont été rafalés au Bataclan. On est d'accord, c'est leurs enfants, hein? Oui. Toi, tu vas pas dans des spectacles au Bataclan? Moi non plus. C'est vrai. C'est leurs enfants qui sont fait rafaler. Et à l'exception de quelqu'un qui est très bien, qui est très touchant, qui est le père Jardin, tu vois, qui est candidat Reconquête d'ailleurs, et qui a perdu sa petite fille. Donc moi, ça me... Tu vois, c'est quelque chose qui me touche et qui ne peut que me toucher. Bah, si tu veux, la plupart, c'est vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine. Moi, si on vous enlève vos enfants et que même là, vous voulez pas que les mecs payent, bon, bah, ça veut dire que rien rien. Alors, le problème, c'est que si tu veux, ce qu'il faut attendre, c'est qu'une toute petite partie de la haute bourgeoisie redevienne de la petite bourgeoisie par la ruine, et que cette petite bourgeoisie, qui est le haut de la classe moyenne, elle-même prenne les coups, parce que c'est elle qui va les prendre. Là, on va être dans un système d'inflation et d'un type d'inflation très particulier. Donc c'est eux qui vont manger. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore des possessions. C'est pas les prolos qui vont morfler. Si tu veux leur prendre de plus que ce qu'on leur a déjà pris. Bon. Donc, si tu veux, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu... Autant on a été arrivé à éviter les vétos dans la plupart des classes sociales et dans la plupart des classes d'âge, cette réussite-là porte un nom et un prénom. Tu sais, comme disait Staline, chaque problème a un nom et un prénom. Cette réussite-là porte un nom et un prénom. Ça s'appelle Florian Philippot. C'est lui qui a détruit ça déjà à la présidentielle d'avant. Et Emmanuel Macron nous y a aidés en s'extrémisant dans la violence sociale, ce qui a fait réfléchir les gauchistes avec malheureusement les 2 neurones qui leur restent et le synapse chancelant qu'il y a entre les deux. Donc, il n'y a pas de classe veto, mais il n'y a pas eu d'effet candidate non plus. Pourquoi? Parce que je pense que Marine Le Pen fait une campagne de témoignage en but de remettre une pièce dans le jukebox de la boutique Rassemblement National. Et là, malheureusement, beaucoup d'analystes d'ailleurs commencent à se poser la question d'une entente Macron-Marine. Beaucoup d'analystes, et c'est tout à fait légitime. Donc, le problème, c'est que le Rassemblement National n'a pas fait campagne au second tour, tu l'as vu, nous l'avons tous vu, alors que je rappelle qu'avant le débat, elle ne faisait que marquer des points au second tour la dernière fois. Où je le rappelle, grâce à quoi? Grâce aux attaques de Florian. On se rappellera par exemple l'affaire Whirlpool, qui avait été brillamment illustrée par un camarade à nous, à toi comme à moi, qui est Eric. Oui. Tu vois, Eric, je pense qu'on peut dire son nom à l'antenne, peut-être. Oui, oui. Eric Richard Mose, qui est un très brillant militant national. Bon. Là, Marine n'a fait rien. Elle est partie en vacances, d'ailleurs, elle n'est toujours pas revenue. C'est vrai. D'ailleurs, si quelqu'un... Enfin, moi, je ne sais pas. C'était quand le second tour? C'était il y a 3 semaines déjà maintenant, je crois. 3 semaines sans que les chats soient nourris.
Là, faut appeler la Fondation Bardot, hein, je le dis. Hein. Donc, ou alors elle les a tous emmenés avec elle. Parce que ça fait quand même 3 semaines, ça fait beaucoup. Alors peut-être qu'elle qu'elle les a tous emmenés, mais bon, là, ça fait Sûrement. une grande famille. Donc, le souci, c'est que là, aucun fait de campagne de second tour. Et d'ailleurs, une campagne législative absolument amorphe. Donc, Marine était en représentation, de toute évidence. Mais avait-elle vraiment le choix? Parce qu'on sait que le parti est très endetté, il y a les affaires judiciaires. Est-ce que justement, tu parlais d'un accord avec Macron, avait-elle vraiment le choix? Bah, déjà, les affaires judiciaires, elle s'y est mise toute seule. C'est vrai. Excuse-moi, elle s'y est mise toute seule. D'accord? Désolé, elle s'y est mise toute seule. Les dettes, c'est elle qui les a fait. Elle a encore des prêts, j'espère qu'elle les remboursera. Mais ça, c'est ses affaires à elle. Moi, je suis désolé. Ça n'engage absolument pas les militants, ça n'engage pas la cause, ça n'engage pas tout ça. Qu'il se démerde, le soldat Ryan. Mais malheureusement, par son comportement, elle emmène la cause finalement. Bah, si tu veux, c'est très triste, mais bon, d'un côté, elle a toujours. Nicolas Sarkozy, pour une fois, a eu une définition à la hauteur. Et c'est Ce qui est vrai rare. qu'être être à la hauteur pour Sarkozy est quelque chose de rare d'un point de vue général. Il avait dit le père moins la culture. C'est pas faux. C'est pas faux. Elle a tous les défauts de son père, sans exception. C'est très triste, hein, d'ailleurs. Je suis vraiment pas à m'en réjouir. Hein. Je te le dis, moi, ça m'attriste plus qu'autre chose. Mais voilà, bon, bah, ça, c'est. Il n'y a pas eu d'effet candidate. Il n'y a pas eu d'effet débat non plus. Là, on est vraiment bloc contre bloc. Donc, il y a deux hommes qui peuvent se taper un peu sur le poitrail en disant j'ai pas été trop mauvais. C'est Jérôme Sainte-Marie, Jérôme Sainte-Marie, Fourquet et Christophe Guilluy. Là, on est bloc contre bloc. Moralité, on a quand même eu 13 millions de gens d'abstention, plus 13, plus près de 15% de non-inscrits. C'est ces gens-là qu'il fallait viser, personne ne l'a voulu. Autre Pourquoi? leçon. Donc pourquoi? Parce que tout le monde veut faire des campagnes faciles. Pas de militants, pas d'appareil, on s'emmerde pas. Média, 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 média. Moralité, degré zéro de la réflexion politique de prise de pouvoir. Parce que même si l'appareil aide d'un point de vue modéré à prendre le pouvoir, ce qui déjà dépend de l'appareil. Je te rappelle que personne dans les provinces ne pouvait défier le RPR, car quand le RPR se mettait à bouger, c'était une machine de guerre sans équivalent. Mais, admettons, l'appareil ne sert pas à grand-chose. Si tu arrives au pouvoir et que les événements tournent mal et que la population manifeste contre toi, l'appareil, c'est tout ce qui te reste. Mais bon, personne ne veut des militants, personne ne veut de ci, personne ne veut de ça, personne ne veut. Bon, très bien. Pourquoi pas? Ultime leçon. Aujourd'hui, c'est la partie huile de coude des campagnes qui nous manque. C'est-à-dire que nous avons des partis qui n'ont pas d'état-major solide. Il faut être honnête. Le départ des souverainistes a fait énormément de mal. Alors au Front National, ça a été effrayant. L'absence des souverainistes à Reconquête s'est sentie. Quant à Mélenchon a énormément pâti de sa ligne anti-souverainiste. À la fin, d'ailleurs, c'est elle qui fait qu'il rate le deuxième tour à 400 000 voix et non plus à 200 000. Donc, il a doublé son retard, ce qui n'est pas rien, pour quelqu'un qui est un maître de campagne. Mélenchon sait faire des campagnes, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais il y a une partie de gens qui ne lui accorderont plus leur confiance ou pas de la même manière.
Et ça, je pense que ça a pesé sur la France insoumise. Et encore, ça aurait pu leur être beaucoup plus préjudiciable si Mélenchon n'avait pas balancé tous les indigénistes à la niche pendant la campagne. D'ailleurs, ça s'est vu. Oui. Est-ce que quelqu'un a vu Madame Obono? Est-ce que Madame a vu Madame Autain? Etc. etc. Alors, Mélenchon a fait par contre la même erreur que nous en termes parce que pourquoi il a perdu encore 200 000 voix de plus? Pourquoi il a doublé son retard? Je vais te le dire. Parce qu'il a laissé tomber l'électorat des campagnes, les fâchés pas fachos de Ruffin. Alors qu'il nous avait taillé des croupières avec ce que Marine n'avait envoyé personne dans les campagnes en 2017. Donc Mélenchon nous avait taillé des croupières en dehors de son secteur de la province qui est le Midi Rouge. Bon, ça c'est historique, le Midi Rouge. Bon. Et malheureusement, il nous avait frappé dans différents endroits de province, tout simplement parce qu'il avait eu le bon discours. Là, il a perdu toutes ses parts-là territoriales, il s'en est totalement désintéressé. Après, nous avons un avantage sur la France insoumise. Nous avons un double avantage. C'est-à-dire, en réalité, nous avons un avantage et eux ont un inconvénient qui, pour nous, en est un. Jean-Luc Mélenchon fait maintenant des campagnes de premier tour fermées. C'est-à-dire qu'il réunit la gauche. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez réuni la gauche, vous n'aurez plus un mec en plus. Vous ne pouvez jouer que sur la haine de Macron. Le problème, c'est que dans ce qu'il y a de pire dans le macronisme, vous êtes obligé, pour maintenir l'union de la gauche, de le surjouer. Et surtout, l'arrivée d'un électorat populiste, ce qui aurait été tout à fait possible si Mélenchon avait été au second tour en 2017, aurait été impossible parce qu'à l'arrivée des populistes, toute la gauche se serait barrée comme une volée de moineaux. Donc, parce que Mélenchon est dans une plateforme fermée. Si tu veux, comment dire, c'est la différence entre une rencontre, tu sais, entre un déjeuner des voisins et une rencontre en club fermé. Au club fermé, c'est plus sympa, mais il n'y a plus un mec qui rentre. Les voisins, c'est très bordélique, mais tu rajoutes 2 tréteaux, une planche, tu as une table. Tu vois, les populistes peuvent faire ça. Mélenchon ne le peut pas à l'instant T. Mais il a calibré cette union de la gauche pour pas être nécessairement pérenne. Donc ça, c'est pas grave. Or, le gros problème, c'est le dernier point là-dessus, c'est soit nous allons chercher le peuple du travail, soit les boomers peuvent faire pourrir le pays, et malheureusement, c'est un trait de toutes les démocraties occidentales d'être dominé par une classe âgée dont, il faut être honnête, la survie du pays n'est absolument pas le sujet, aussi triste que cela soit. Justement, que peut faire l'Union souverainiste? Donc, je rappelle, Génération Frexit, les Patriotes et le troisième et Debout la France. Quels seraient les axes de travail pour le camp souverainiste, justement, alors, pour progresser et pour surtout essayer, bon là, pour les législatives, pour moi, c'est un peu trop tard parce qu'on s'y prend toujours un petit peu trop tard. On devrait beaucoup plus travailler en amont. Alors, il y a de ça. Alors, moi, j'ai tellement souhaité l'alliance que, évidemment, si tu veux, comment dire, il est, je lui souhaite évidemment le plus grand en succès. J'essaierai d'y jouer ma petite place de soutien. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le jouer avant, mais ça, tout le monde ne la voulait pas, etc. Point 1.
Alors, il y a plusieurs possibilités. Je pense qu'il y a 3 axes que nous devons faire. Premièrement, et c'est dommage que nous ne puissions pas commencer dès cette élection, mais j'aurais aimé que dès les législatives, nous fassions savoir que le camp souverainiste appelle à faire battre des ennemis de la France. Tu penses notamment à la femme. Je pense à Emmanuel Alors, Ménard, je pense à Clément Beaune, je pense, Valls, par exemple, évidemment, évidemment. évidemment. Je pense à Valls, c'est-à-dire les pires traîtres doivent payer. Et en échange, d'envoyer dans les seconds tours où nous ne serons pas, de dire, pour le bien de la France, nous pouvons faire confiance à telle ou telle personne qui n'est pas de notre rang, mais d'où nous faisons confiance, à laquelle nous faisons confiance par patriotisme. Là, c'était une opération qu'avait rondement menée Nigel Farage en son temps. Ce serait pas mal, je le pense. D'accord ? Deuxième chose, faire des bases autonomes partout en province. Parce que le problème, je vais te donner un exemple avec la ville de Strasbourg. Il y a beaucoup de mecs des patriotes autour de Strasbourg. Il y a un tout petit peu de Génération Frexit. Il y a un tout petit peu de Michel Onfray. Il y a un peu de Rougeron, parce que j'en ai un peu plus que par exemple, que certains. Bon. Mais j'en ai beaucoup moins de Florian. Il y a très peu de DLF. Mais mis bout à bout, ça fait beaucoup de monde. Or, personne n'a à se perdre avec personne. Je pense qu'il faut avoir des bases autonomes territoriales qui travaillent sur des sujets d'intérêt locaux, de concert, pour qu'on nous voit tout le temps. Un problème, on est là. Nous sommes le camp des politiques de Jean Bodin. Un problème dans notre région, on est là. Ça sert de centrale de renseignement, ça sert de formation, ça sert pour trouver les jeunes talents, ça sert pour le contact permanent avec l'opinion, ça n'a que des avantages. Et surtout, ça éviterait que nos militants, et ça s'est beaucoup vu avec l'affaire RN Reconquête, que nos militants s'insultent, se menacent par réseaux sociaux interposés, ce qui a donné, sincèrement, moi ça me fait de la peine. Quand on se balance les militants à la gueule, je trouve ça atroce. Je pense, et tout le monde a sa part de responsabilité, parce que quand des militants viennent vous demander des comptes et que vous ne voulez pas leur donner de comptes, eh bien vous êtes aussi coupable. Moi, quand un militant, d'ailleurs, tu as pu peut-être le remarquer, tu es sur mes réseaux sociaux. Moi, quand un militant m'interpelle sur les réseaux sociaux, je réponds à 90% des cas, et les 10% restants, c'est que je les ai peut-être pas vus. Mais je réponds à chaque fois. Parce que moi, j'essaye d'être logique avec moi-même. Et je demande aux équipes de com de nos chefs de le faire. Le problème, c'est qu'il y a des questions auxquelles nos chefs ne veulent pas répondre. Moi, quand on me dit je veux être élu sur un seul point et tous les autres, faites-moi confiance, non. Non. Quand je vois ce qu'un homme comme Mitterrand a fait d'un programme commun, si le programme commun se réduit juste à Mokhtar à la mer, non, j'ai pas confiance. J'en suis très triste, hein. Mais aujourd'hui, voilà. Et d'un côté, si nous avions eu plus de dialogue, plus d'affectio societatis, comme on dit en droit privé, c'est-à-dire plus d'affection réciproque dans le but de faire quelque chose. Enfin, l'affectio societatis, c'est de vouloir s'associer, c'est ce qui crée une entreprise, par exemple. Mais tu vois, le fait de vouloir faire quelque chose ensemble, si nous avions fait travailler nos bases ensemble très tôt, avec des structures permanentes sur des intérêts non électoraux, pendant l'élection, tout le monde reprend ses billes, mais personne ne se crache à la gueule. Eh bien, nous aurions fait baisser le nombre de trolls. Parce que moi, quand je vois les leçons de politique que te donnent des gamins qui sont en politique depuis 2 mois et qui sont juste là parce que ils ont peur de la racaille ethnique, ce que je peux tout à fait comprendre,
Le problème, c'est que la racaille ethnique fait aussi peur aux gens de la même ethnie. Hein. Je te le dis. Moi, je vis aux portes d'un des grands quartiers turcs de Strasbourg. La criminalité turque fait peur aux Turcs. Je te le dis. Bon. Donc, si tu veux, moi, je suis très peiné qu'on ait mis nos militants les uns contre les autres, sachant qu'ils vont tous morfler de la même manière. Parce que, voilà, moi, je sais ce que fait l'extrême centre quand l'extrême centre est menacé. Ils vont nous frapper de manière totalement indifférenciée. Bon. Donc, voilà, c'est tout ce que je dis. Hein. Non, mais il faudrait vraiment qu'on arrive à mettre ça en place, notamment en province. Moi, c'est ce que j'avais proposé, de faire des grandes réunions de travail. Pareil, j'ai du mal aussi à comprendre comment des personnalités comme toi, comme Philippe Murer, que je pourrais citer, euh, pourquoi on n'est aussi pas capable de vous inscrire dans un projet commun, ce qui n'empêche pas d'avoir quelques divergences, pour pouvoir justement parler à toute cette population qui, en plus, quand on le voit dans les enquêtes d'opinion, dans les différents sondages, qui sont vraiment à l'écoute. Je pense qu'on n'a jamais eu, on a en ce moment vraiment une véritable fenêtre de tir, mais pour une raison que j'ignore, on ne rentre pas dedans, quoi. On hésite encore un petit peu. Bah, disons que le problème, c'est que chacun, c'est que tu as un sociogramme. Alors là, c'est une notion que j'utilise beaucoup, on me le reproche parfois, mais que j'emprunte à Michel Crozier. C'est-à-dire que derrière un organigramme, tu as un nombre incalculable de relations interpersonnelles qu'il te faut comprendre pour comprendre une organisation complexe. Tu vois, tout le monde l'a vu en entreprise, c'est que quand un N moins truc a plus d'influence que son N plus, c'est qu'il a un rapport peut-être parfois un peu personnel avec le N plus du N plus. Hein, autrement dit, grosso modo, qui couche avec son patron ou sa patronne ou sa vieille maîtresse peut avoir de l'avancement. Bon, c'est horrible, mais c'est comme ça. C'est l'exemple type du sociogramme. Bon. Or, il y a un sociogramme négatif dans une part du camp souverainiste. On parle de gens qui ont été parfois ensemble, qui se sont connus, qui se sont déçus, qui se sont fait beaucoup de mal, etc., etc., qui ont parfois monté des opérations indignes les uns contre les autres. Je le dis. Tu sais, moi, je le dis souvent, alors ça fait trip d'anciens combattants, mais surtout, surtout, ça aide à dire, parce qu'on me dit, comment il se permet de dire tout ce qu'il dit. Ben, ça fait 20 ans qu'il est là, donc voilà. Donc ça fait 18 ans que je suis dans le milieu cette année, moi, à titre personnel, je m'enorgueillis de n'avoir participé, j'étais très très jeune, trop jeune et très idiot, à une seule cabale intersouverainiste. J'avais 18 ans, je me suis dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Tu vois, on m'a utilisé une fois pour taper sur les miens, plus jamais. Or, voilà, moi, tout ce que je demande, c'est qu'on fasse cet effort-là. Parce qu'en plus, on a une chance assez extraordinaire. On a énormément de jeunes, on a des gens brillants, on a des gens sympathiques, on a un matériel humain en or. Alors, on a notre lot d'abrutis et de salopards comme partout, mais statistiquement, peut-être un peu plus bas qu'ailleurs. Et en plus, grâce à Florian, on a repris la rue, ce que le camp national ne faisait si plus tu veux, ou n'a jamais fait. Ce qu'on ne faisait plus, et on en avait été chassé par la bêtise de l'extrémisme de droite. Qui avait peur d'aller dans la rue parce qu'ils pensaient que les Français allaient les rejeter. Et moi, comme tu le sais, ça fait 1 an que j'accompagne Florian. Les Français ne nous rejettent pas du tout, bien au contraire, ça se passe très Non, bien. mais si tu veux, le problème, c'est que derrière tout ça, n'oublie pas, chez Kant, qu'est-ce qui empêche de penser la paresse et la lâcheté? À la fin des fins, paresse et lâcheté, toujours. Tu peux habiller ça de tout ce que tu veux, d'idéologie, etc. Quand on fait pas, je dis pas qu'on réussit à chaque fois, je dis qu'il faut faire avant.
Et tous ceux qui font pas, c'est parce qu'ils veulent pas faire. Point barre. Ou parfois, ils n'ont pas les moyens de faire. Mais dans le cadre de la droite française, si elle n'est pas dans la rue, c'est qu'elle ne veut pas faire. La preuve, elle a très bien réussi au Manif pour tous. C'est vrai. Le problème, c'est qu'elle a pris un angle tellement minoritaire que ça a fait pchit et c'était normal. Or, si tu veux, pourquoi ces mêmes gens-là, un, ne se mobilisent pour rien d'autre, deux, pour beaucoup, ils ont voté avec leurs intérêts de classe. Ce qui veut dire que le mariage pour tous et la GPA, la PMA, c'est très grave, mais pour la plupart, c'est pas si grave que ça. Oui, parce qu'en plus, ce sont des gens qui votent pour ceux qui mettent justement en place ceux qui combattent. Totalement. Même si l'honnêteté et les faits m'obligent à dire qu'il y a eu un petit réveil catho face à Emmanuel Macron, parce que je pense d'un côté qu'il est allé un peu loin. Parce que, si tu veux, le personnage est quand même doué pour être haï. Reconnaissons-lui ça. Le personnage est haïssable. Le président de la 5e le plus haï. Même de très loin. Même Sarkozy en son temps, pour ceux et celles qui s'en rappellent, qui était haï à ce point-là, non. Non. Et puis surtout, Sarkozy a été haï à la toute fin. Macron est haï depuis quasiment le premier jour. Il a fait de gros efforts. Donc voilà, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a donc ces bases de province. L'utilisation de notre arme de nuisance contre nos ennemis. Et dernier point, aider à la socialisation de notre combat. Moi, quand je vois des partis de 100 000 hommes, alors tu vois, les Patriotes c'est 30 000 hommes, Reconquête c'est 120 000 hommes, et que, à mon avis, personne ne va créer de structure sociale à travers ça. Je vous rappelle que l'extrême gauche, qui fait marrer tout le monde, mais elle au moins, quand elle envoie 2 à 3 candidats trotskistes, ils ont chacun leurs 500 signatures en appuyant sur un bouton. Preuve qu'ils ne sont pas totalement finis. Eh bien, ces mecs-là, ils socialisent leur combat. Nous, non. Et surtout, ils forment leurs jeunes militants. Alors, attention, dans une part de l'extrême gauche, ils envoient leurs jeunes militants au carton. Mais ils essayent quand même d'en avoir. Nous, on ne les forme pas, mais surtout, on ne les aide pas. C'est ça que j'appelle socialiser. Moi, tu vois, alors je sais que ça peut paraître la vie des animaux, mais moi, je suis content quand des mecs qui se rencontrent au cercle fondent une boîte, que la boîte marche. Je suis content que un jeune couple qui s'est formé au cercle, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Pourquoi ? Parce que ça ancre dans les convictions. Bien sûr. Tu vois ? Et surtout, ça t'aide à survivre à tout. Ça t'aide à survivre aux désertions civiques, ça aide à survivre à la répression, ça aide à survivre à tout. Le problème, c'est qu'on ne veut pas faire ça. On pense que, si tu veux, on pense que qu'il faut être dans une politique de non-mobilisation. Bon. C'est-à-dire qu'on navigue à coups de sondage et donc à la fin on fait rien, on dit rien. Il y a une chose qu'il faut rappeler, moi c'est ce que j'ai pu remarquer justement à travers les manifestations, c'est que la plupart de nos adhérents, ce sont quand même des gens seuls. Et que finalement, à travers le mouvement, ça recrée un tissu social et ça leur amène des liens. Mais finalement, ces liens-là sont faits avec les militants qui peuvent rencontrer, et notamment à travers les réseaux ou les manifestations, mais que les partis en eux-mêmes ne font pas grand-chose pour ça. Moi, je pense que je pense par exemple que c'est une erreur. Ça ne coûte rien. Au contraire, quand on veille par exemple sur les gamins et qui réussissent dans la vie, là, tu as des gens qui vont être des cadres, qui vont être des donateurs, qui vont t'aider, qui vont mettre un capital
humain, physique, social, monétaire, pour la cause. Moi, si tu veux, j'ai plutôt ce... Alors après, tu me diras, nous, au cercle, c'est ce qu'on fait, ça n'a pas si mal marché. Voilà, en bas. Mais malheureusement, vous êtes un peu les seuls au cercle, enfin, en tout cas pour les souverainistes, à le faire. Bah, oui, peut-être, mais je pense que c'est pas du tout que les autres ils soient hostiles. Moi, quand je vois la montée de la jeune expertise autour de Florian, par exemple, je suis très impressionné. Là, je crois que Alain Avelio va en tirer une revue théorique, je crois. Oui. Moi, je l'ai pas encore reçue, donc je sais pas, peut-être qu'elle existe déjà, hein, mais Défi Le premier souverainiste. numéro est déjà sorti, Ah bon, normalement. bah oui, bon, bah, tu vois, moi j'en ai pas trouvé. Donc Si je dis pas de bêtises, c'est déjà sorti parce que je l'ai vu. Parce qu'Alain Vélo, justement, c'est mon référent parce que je suis de Nantes, donc je ouais. connais un petit peu. Et je crois qu'il l'a mis sur ses réseaux, donc là, c'est déjà sorti depuis 2 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Bah, tu vois, même je retarde. Donc, c'est normal, je suis réactionnaire. Donc, donc voilà, tu vois, et nous ne nous assumons pas. On n'a pas d'événement unitaire, on ne rythme pas l'année de nos rencontres. Euh, voilà, alors que c'est pas si compliqué. Non, Moi, parce que nous par exemple, on l'a montré avec Florian qu'on est capable d'organiser des gros événements tous les Hmm. week-ends, de réunir les gens. Donc on a le matériel humain, on a le savoir-faire maintenant, parce que nos militants sont formés à le faire. Donc on pourrait très bien faire beaucoup plus de choses Hmm. d'un point de vue local, d'un point de vue national. Et si tu veux, et justement, au lieu d'être moi je le vois partout où j'ai des cercles, tu vois, nous on a nos camarades on a un cercle en gestation à Nantes, on en a un plus lourd à Rennes. Euh, Si tu veux, je pense qu'il faut même encourager les encartements multiples. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, j'ai des gens qui viennent de Génération Frexit, j'ai des gens qui viennent des Patriotes, j'ai des gens qui viennent de DLF, j'ai des gens qui viennent de l'Institut de l'Homme Total quand ils viennent de la gauche, très à gauche, ou qui viennent du PRCF ou même de la France Insoumise. Et j'en ai qui viennent du Front, voire de plus à droite que le Front. Si tu veux, moi, en tout cas, ça m'a jamais gêné, ça n'a jamais gêné l'Action commune. Donc à un moment, euh, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on finit d'écraser la propagande journalistique. Parce que on peut raconter des horreurs sur nous, mais quand les gens nous connaissent, ils savent qu'on est là pour eux. C'est vrai. Donc la seule chose, c'est que s'ils nous connaissent pas, qu'ils nous voient jamais, c'est l'histoire de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu le l'ours et qui a vu le loup, pardon, et que tout le monde sait le loup est d'extrême droite. Donc voilà, hein, c'est la version Caroline Forest des Trois Petits Cochons. Donc donc voilà, c'est aussi simple que ça. Le je Alors je sais que c'est très ingrat, mais là nous venons de rendre une défaite. C'est après ce genre d'événement qu'il faut enquiller sur ce type de programme. En tout Moi, cas, moi en tout avec cas, Florence, je me mets à en tout cas, nous, on est à disposition pour faire ça avec tous ceux qui voudront le faire. Parce que il est grand temps que on a repris le terrain, il faut reprendre également le terrain social et ça va nous obliger à travailler sur des dossiers où on nous attend pas et où les gens ne demandent que notre voix. Là, par exemple, tu vois, dans mon dernier grand entretien, j'ai parlé du logement. Pour moi, c'est normal de parler du logement. Je reçois des félicitations pour avoir parlé du logement. Excuse-moi, le logement est un truc important, mais pour tout le monde. Et c'est pas le père de 3 enfants qui est devant toi qui va te dire le contraire. Donc, je confirme aussi parce que pour être à mon compte,
C'est un Ouais. parcours du combattant. Non mais J'ai mis on est. 1 an. J'ai mis 1 an parce que je suis à mon compte et ma Ouais. femme aussi. Avec mon fils, bon, qui n'a que 1 an, j'ai mis 1 an pour trouver un logement. Donc, tu vois, pour le Ah, coup, ça me touche parce que je déménage, pour te dire, demain, pour être hmm. franc. Donc, j'ai mis 1 an à pouvoir trouver un logement avec une chambre de plus pour mon petit, alors que mes revenus sont plus que corrects. Mais le fait d'être à mon compte et avec les difficultés. On est exactement dans la même situation. Oui, C'est-à-dire que, voilà, moi, si tu veux, si tu veux, on est dans la situation de l'indépendant en France. Bon, bah, très bien. Bon, très bien. Or, si tu veux, tu vois, de parler de ces choses-là et de faire les liens avec les trucs complexes. Le problème, si tu veux, c'est que nous, on est dans la. On m'a attaqué là-dessus il y a pas longtemps. On m'a dit, mais vous avez un point de vue trop technique sur les problèmes. J'ai dit, bah oui, bah oui. Ah, il est vrai que euh, je préférerais que ce soit une discussion de bistrot, mais le problème, c'est qu'à un moment, si les problèmes sont difficiles à résoudre, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, sinon, on termine en disant, alors tu me diras, ce genre de réflexion idiote peut mener à tout, hein. Il y en a qui sont devenus maires de Perpignan avec ça. Mais je vous dégage les Arabes et je vous resserre un blanc. Bon, il n'y a pas de problème. Ça ne marchera pas. C'est se foutre de la gueule des gens. Et à la fin, quand tu arrives au pouvoir, par exemple un exécutif local, tu es sûr de le perdre parce que tu es un boulet pour ta collectivité, ce qui est normal parce que tu n'as fait que de la discussion de bistrot. Mais tu sais, comme disaient les anciens, in medium status. Ce qui n'est pas du tout un éloge du centrisme, c'est un éloge de la pondération. Il faut que nous vulgarisions notre savoir technique vers ce que les gens vivent au quotidien. C'est pas compliqué. Tu prends l'exemple du logement. Le logement, c'est très simple. Le logement, c'est de l'inflation d'actifs. Et donc, à la fin, les gens peuvent plus se loger, vu que quand on fait artificiellement monter le prix des logements, on fait monter artificiellement le prix des loyers. C'est tout à fait normal. Le logement vaut plus cher, le loyer augmente avec lui. Et pourquoi on fait ça? Parce que quand on émet de la monnaie sans contrepartie de création, on fait de l'inflation d'actifs. Donc, qui fait en sorte que ni toi ni moi ne pouvons nous loger correctement? Merci Christine Lagarde. Tu vois, comme disait Staline, chaque problème a un nom et un prénom. Bon. Tu vois, là, c'est pas compliqué à comprendre. L'argent vaut plus rien, donc les gens achètent de la pierre et spéculent sur la pierre, et donc les gens ne peuvent plus se loger. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué dans ce que je viens de dire? non, parce qu'en plus. Tout le monde le comprend, ça. Bon, Ah oui, très parce que bien. quand tu discutes avec les gens, parce qu'on est tous, en tout cas dans la classe moyenne, confrontés à cette difficulté-là, tout le monde arrive à comprendre ça. Tu vois? Donc, si Il tu faut veux. absolument tenir sur deux discours parce qu'à force de simplifier nos Ah non, non. discours, on ne parle plus de rien. Non, mais surtout, il faut pas le simplifier, il faut pas le complexifier. Parce que, si tu veux, nous, on a le complexe du parti ouvrier. C'est-à-dire que on veut faire comprendre à tout le monde qu'on a tout compris. Mais si tu veux, tu retires les souverainistes, il n'y a plus personne qui pense en France depuis 30 ans. Oui, C'est on a vrai. tout compris. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit encore à certains de mes camarades qui sont extrêmement peinés de la guerre qu'ils voient arriver. Je leur dis, les enfants, on l'avait prévu. Faut pas pleurer maintenant. On l'a pas souhaité, on l'a pas voulu, on n'est pas responsable. La seule chose, c'est qu'on a eu le courage et la lucidité de voir ce qu'on a vu. Donc à un moment, sinon tu termines, t'es Oedipe. Tu sais, quand Oedipe se rend compte qu'il a tué son Oui. père, il se crève les yeux. Bon, Mm. donc il s'exgogite, comme on dit. Or, le... voilà, nous on va pas se crever les yeux. On avait raison, c'est très triste. On aurait voulu avoir tort, hein, on aurait voulu. Bon bah, c'est là, c'est devant nous. Maintenant, faut être des hommes. Bon, bah, point barre. Or, je pense qu'on peut décliner, et d'un côté, je suis désolé, là pour le coup, alors qu'elle avait un programme absolument ni fait ni à faire, euh,
en s'attaquant aux conditions de vie des gens, le Rassemblement national n'a pas eu tort. Il n'a pas les neurones nécessaires pour faire un truc correct. Bon, ça, c'est le front tel qu'il est. Bon, mais par contre, c'était le bon angle. Moi, si tu veux, je ne demande pas. Moi, si tu veux, de toute façon, on sait que la plupart des Français ne peuvent plus supporter l'idée européenne. Si tu veux, plus personne se prendra une balle pour ce truc-là. Plus personne. Hein, enfin, sauf le bataillon Azov. Hein, et donc, on a les amis qu'on mérite parfois. Donc, mais il faut leur dire, voilà, l'Europe vous détruit. Je vais te donner un exemple. Ça, c'est une idée que défend mon association, et j'aimerais qu'on se mette dans une structure universitaire pour pouvoir calculer ça. Sais-tu ce qu'en Angleterre et dans le monde anglo-saxon, on appelle corporatism? Non. Alors, ça n'a rien à voir avec notre corporatisme à nous. Ça vient tout simplement, évidemment, du terme anglais de entreprise qui est corporate. Et en réalité, le terme corporatism, c'est comment les grandes entreprises utilisent la surabondance de règlements pour écarter les petites et pour fausser la concurrence. Ça, c'est la grande spécialité de l'Union européenne. C'est nourrir les gros et écarter les petits. Eh bien, il faut dire aux entrepreneurs, et ça, les gens du numérique l'ont très bien compris. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se retrouvent souverainistes, ils font du souverainisme souvent comme Jourdain faisait de la prose. Pourquoi? Parce qu'ils s'en rendent compte. Parce que quand tu es à la table de la Commission européenne, en face, tu as qui? Tu as BI, tu as Microsoft. Et tout le reste va se faire cuire un œuf. Point barre. Or, moi j'aimerais qu'on chiffre pour les entreprises françaises, voilà. Et la France, c'est le pays des TPE. Il ne faut pas oublier que d'ailleurs, l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous n'avons pas assez de grosses PME et nous n'avons souvent que des TPE très innovantes, très travailleuses et avec des gens extrêmement courageux, mais qui n'arrivent pas à grossir, à la fois pour des raisons, il faut être honnête, fiscales et réglementaires. Alors après, on me dit, tu vous rendez compte, les Français qui font, c'est à cause de leur fainéantise, blablabla. Je fais, arrêtez vos bêtises, arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises, tout ceci est idiot, c'est des discours de guerre civile et de guerre sociale, c'est des discours débiles. Tu sais ce que c'est le problème en France? Oui, un jeune entrepreneur est imposé à plus de entre 30 et 40%. C'est vrai. Un grand groupe est imposé au-dessous de 10%, il est imposé à 8%. Donc tu vois, c'est pas le RSA que tu payes en soi. Tu payes le fait que la plupart des grands groupes en France payent 8% d'impôts. Donc, si la moyenne est à 30% de prélèvement obligatoire et que les gros payent 8, qui va payer la différence? Quenelle, prenez, mangez-en tous. Comme il est écrit dans une version humoristique de la Bible. Donc, or, le problème, c'est que ça, par exemple, c'est audible. Et voilà. Voilà combien la réglementation européenne vous coûte, vous, entreprise. Je peux le confirmer parce que comme je suis à mon compte, j'aimerais bien justement, comme tu dis, grossir et prendre de l'ampleur. Le problème, c'est que les charges sont tellement lourdes qu'il m'est impossible, malgré tout le travail que je puis effectuer, c'est impossible. Tu vois? Donc, si tu veux, et d'aider nos jeunes entrepreneurs. Tu vois, c'est d'aider nos jeunes entrepreneurs. Mais ça aussi, leur dire, on peut pas vous aider. Enfin, on peut vous aider amicalement, mais l'État peut pas vous aider. Parce que la libre concurrence vous met en face de gens qui sont des mastodontes et qui peuvent vous écraser. Or, si tu veux, ce n'est pas une mesure de libre concurrence, ou alors on est dans l'ordolibéralisme allemand et dans sa pathologie, de faire, tu vois, je ne sais pas si tu vois, de faire boxer ensemble, si tu veux, le chaton et le tigre. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des catégories. Tu sais, il y a 3 grandes catégories en boxe. Parce que quand tu vois un mec de 100 kilos
qui boxe avec un mec qui en fait 65, bah si tu veux, C'est court, mais intense. ouais, surtout pour le petit. Oui. Donc non mais tu vois, et il y a des tas de choses à dire là-dessus. Il y a des tas de choses à dire. Or mais nous, on est tellement persuadés que les gens nous aiment pas, qu'on le fait pas. On fait même pas dialoguer nos propres experts. On a tous, par exemple, nos experts santé, particulièrement depuis le Covid. Bon, dialogue pas. On devrait dialoguer. On devrait avoir des structures. Tu vois, je vais te donner un exemple. On devrait avoir des structures professionnelles. Moi, je compte en créer au moins une ou deux, moi, parce que comme personne ne fout rien, autant que je le fasse. Et tu vois, on devrait avoir des associations de juristes pour la défense des libertés publiques et de la Constitution. On devrait avoir des associations de médecins, des trucs d'entrepreneurs, des clubs, des trucs de business. J'en sais rien, moi. Une vie sociale. On est une espèce. Le camp national est un gros poulpe qui pèse au bas mot 15 millions de gens. Ça fait un très gros poulpe, tu vois. Si tu veux, on est au niveau, tu vois, je regardais avec ma fille Le Monde de Nemo, on est à ce niveau-là, tu vois. Bon, donc, et on fait pas, on n'en prend pas conscience. Et pourtant, les gens votent quand même pour nous. Et pourtant, les gens ont voté national. Les gens Donc, ont voté national. Donc, si tu veux, alors il est évident que si on avait eu un visage unitaire, le problème c'est que ça, le front peut pas le supporter. Donc, parce que le front pense peut-être à raison qu'il n'y survivrait pas à cause de l'écart de compétences de ses cadres et des autres. Ça, c'est possible. J'en sais rien. Je dis juste que dans l'état actuel, la désunion est la mère de la la désunion est la mère de la défaite. Point. Voilà. mais bon, malgré tout ça, si par rapport à tous les points qu'on a pu aborder, ça laisse quand même de l'espoir. Bah, de toute Énormément. façon, on est un vote qui est interclassiste, qui est dans des classes qui augmentent, puisque la classe moyenne est quand même très mal en point, il faut être honnête. La classe moyenne est très mal en point, donc bah, tout simplement, tu as des gens qui quittent la classe moyenne, hein, 50 000 personnes chaque année. Donc, nous défendons le peuple du travail et le peuple du travail ne peut pas disparaître. Nous sommes très implantés dans les classes jeunes. Et encore, on l'était encore plus sous Florian et là on a reculé parce qu'on fait rien pour les jeunes alors que c'est quand même la génération sacrifiée, quoi. Ils en ont pris plein la gueule. Plein la gueule. Or, tu vois, mine de rien, après il y a des terres de mission. Il y a des terres de mission. Moi, je pense qu'il faut peut-être avoir une stratégie différente pour parler aux Français récents. Et tu vois, je profite que je suis chez toi pour dire, parce que là, si tu veux, beaucoup de gens ont mal interprété ce que j'ai dit dans l'échange amical que j'avais avec Florian et Charles-Henri. Parce que moi, c'est vrai que je me lâche un peu quand je suis avec les amis. Donc, on m'a dit, oui, mais tu étais pour la remigration, tu as l'air de ne plus l'être. Je fais, non, je suis pour la remigration des inassimilés, ce qui veut dire de foutre la paix aux autres, déjà et d'une. Deuxièmement, je dis que si vous soutenez qu'on peut faire de la remigration dans l'Union européenne, vous mentez. Vous mentez. Vous mentez, que ce soit par malhonnêteté ou par incompétence, ou les deux, mon capitaine. Mais surtout, comme la remigration est impossible, vous allez prendre le pouvoir et et le seul moyen de réaliser la remigration, c'est de la réaliser par la brutalité paralégale, vu que vous ne pourrez pas le faire par la loi. Mais les Français n'accepteront jamais ça. Et les Français n'accepteront jamais ça. Les Français, par contre,
le délinquant, le terroriste, l'inassimilé, le mec qui se comporte en colon, tout le monde sera d'accord pour... Si tu veux, c'est dans le dernier bouquin d'Andrei Makin, le grand écrivain franco-russe. À un moment, il fait une scène comme ça, où une foule de Français de toutes origines prend tous les fouteurs de merde et les fout dans un bateau, quelles que soient les origines des fouteurs de merde. Et les bateaux sont renvoyés au sud. Donc, où tu as à peu près tout ce qui gêne, de Mokhtar, le dealer de porte cochère, à Apathy, le dealer de mauvaises informations. Donc, tu vois, tout sur une tranche de pain complet livré à un pauvre pays du tiers-monde qui n'a pas demandé tant. Mais voilà, moi, je dis juste que il faut rassurer une partie des Français récents, qui d'ailleurs, à travers les Gilets jaunes, à travers une part du mouvement anti-pass, ont prouvé leur loyauté au pays. Pas tous, peut-être loin de tous, mais certains quand même. Et je pense que autant il faut être intraitable sur la culture et l'identité française, autant il faut être magnanime avec ceux qui la partagent déjà. Tu vois, je vais te donner un exemple. C'était très con de parler du voile islamique dans l'entre-deux tours. Très con. Très con. Quand tu avais un taux de démobilisation gigantesque des gens de la France insoumise, plus ceux qui allaient voter pour toi, de leur rappeler que tu peux être urticant à bosser, à parler de l'islamisation, qui est un vrai problème, mais si tu veux, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Et puis surtout, le voile islamique, oui, il faut le combattre dans l'absolu, mais ce n'est pas l'islamisation la pire. L'islamisation, avant tout, c'est une pompe c'est même pas une pompe, c'est une surinfection de la plaie migratoire. Donc il faut traiter la plaie migratoire. Tu vois, et si tu traites la plaie migratoire et en soulignant les minorités qui posent également le problème de l'islamisation, tu règles les deux problèmes. Tu vois? Mais en parler à ce moment-là, totalement inopportun. Totalement inopportun. Surtout qu'elle avait lâché du lest un petit peu au premier tour et elle est revenue finalement dessus au deuxième tour en accentuant. Je pense aussi qu'elle a compris que c'était peut-être le meilleur moyen de ne pas gagner. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, quand même que c'est quand même pas gagner qui lui va le mieux, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Donc voilà, mon cher, voilà, grosso modo, moi je pense qu'il y a énormément de choses à faire, et surtout, tu vois, nos militants sont fatigués, de leur donner de nouvelles choses à faire, à apprendre et à construire ensemble, c'est le meilleur moyen de les requinquer. Bah, écoute, en tout cas, j'ai la faiblesse de le croire. Ça sera le mot de la fin. D'ailleurs, pour en inspirer, je rappelle que le Cercle Aristote édite des livres. Tout à fait. Je peux que conseiller Pourquoi combattre aux éditions Perspective Livre que vous pouvez retrouver sur le site du Cercle Aristote. Je sais que beaucoup ont perdu un petit peu espoir avec la réaction de Macron. Je sais que le tome 2 arrive bientôt. Alors, le tome 2, tiens, j'en profite pour faire une annonce. Le tome 2 va un peu évoluer, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte de la charge de travail, enfin de la nécessité de faire une rubrique dans Perspective Libre, Pourquoi combattre, de manière régulière. Parce que ça fait partie c'est un peu le cahier de vacances qui va être dans chaque numéro de PL. Parce que si tu veux, entre tous les ouvrages qu'on avait à faire et celui-là, si tu veux, on préfère le faire à travers la revue parce que mes hommes croulent déjà sous le travail et sont pas assez nombreux pour tout ce qu'ils font. Là, je prépare une rentrée, en septembre-octobre. Je vais quand même éditer une dizaine de mecs en un coup, tu vois. Ah oui. Donc si tu veux, c'est un travail, ça demande des travaux, des mises de fond, non, on va s'amuser, tu vois, je te le dis tout de suite. J'en profite pour saluer un ami commun, Charles,
que je remercie infiniment. Fumi aussi, avec qui j'ai le plaisir de travailler tous les week-ends au sein des Patriotes. Pierre-Yves, je te remercie énormément Mon camarade. de m'avoir accordé ce moment avec moi. Et pour nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview et je vous souhaite à tous une bonne journée.